Épisode: Comment l'IA rebat les cartes du conseil IT. Le cas Deodis, avec Stéphane Raillard et Christophe Legland. Dans le conseil informatique, en 2026, beaucoup courent comme si le sol brûlait. Lui, il marche. Pas parce qu'il n'a rien vu venir, mais parce qu'il sait exactement où il pose le pied. Un patron de SN qui garde son calme dans le vacarme. Ça vaut bien qu'on s'arrête 20 minutes. On est le 25 juin 2026 et dans le conseil informatique, depuis que ChatGPT est arrivé, la même petite musique tourne en boucle. Le jour homme est mort, les marges vont sauter, les ESN vont se faire broyer. Dans les comités de direction, ça refait les modèles Excel à minuit, ça renégocie les offres dans la panique. Et puis il y a ceux qui ne tremblent pas. Deodis, une ESN française plutôt discrète, qu'on voit rarement en couverture des magazines tech, mais qui tient une position clé chez les grandes DSI, les outils qui pilotent les services informatiques. Avec moi, deux invités pour comprendre ce calme-là. Stéphane Raillard, son président. Stéphane, salut. Salut Franck, content d'être là. Stéphane, je vais te griller tout de suite auprès des auditeurs. Toi et moi, on se connaît depuis le début des années 2000. On a partagé des comités de direction, on a traversé des vraies crises ensemble, pas des crises de slide, des crises où on se demandait comment on allait boucler la fin du mois. Donc ton calme là, je ne le découvre pas derrière un micro. Je l'ai vu tenir quand ça tanguait pour de bon. Tu commences fort. Oui, on a quelques cicatrices en commun, toi et moi. Et tu sais comme moi que c'est dans ces moments-là qu'on apprend le métier. Une crise, ça ne récompense pas celui qui parle le plus fort. Ça récompense celui qui décide juste, les pieds bien posés par terre. Et à côté de Stéphane, celui qui a les mains dans le moteur. Christophe Legland, directeur IA et innovation chez Deodis. Christophe, bienvenue. Bonjour Franck, ravi d'être là. Stéphane, avant qu'on attaque, pose-nous le décor en 2 minutes. Deodis aujourd'hui, c'est quoi ? Deodis, c'est une maison qui a 25 ans, installée à La Défense, dans la tour Opus 12. Plus de 350 consultants et 43 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2025. Notre signature tient en une phrase. On accompagne la transformation des DSI pour qu'elles deviennent un vrai levier de performance et d'innovation. Concrètement, on les aide à piloter leurs services informatiques, la gestion des incidents, des demandes et des changements, ce qu'on appelle l'ITSM et l'ESM, et tout ce qui touche à la supervision et à la performance des applications, l'ITOM. Banque, industrie, secteur public, on outille des organisations exigeantes. On ne prétend pas tout faire, on fait ça et on essaie de le faire mieux que les autres. Et toi là-dedans, Stéphane, faut le dire aux auditeurs, t'es d'abord un commerçant, ça fait bientôt 30 ans que tu vends. Mais ce qu'on sait moins, c'est que sous le costume, t'as gardé un cerveau de développeur. C'est assez vrai. À la base, j'ai une formation technique. Et même après 30 ans à vendre, je n'ai jamais perdu cet instinct-là. Je sais encore lire une architecture, sentir quand une promesse ne tiendra pas la charge. Et honnêtement, c'est mon meilleur garde-fou. Je parle 2 langues, celle du client qui signe et celle de l'ingénieur qui code. Du coup, on ne m'embobine pas facilement avec une jolie démo. Je vois assez vite ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas derrière l'écran. Ça, je confirme. Je t'ai déjà vu démonter un pitch en 3 questions. Et tu diriges la maison depuis quand ? Je dirige Deodis depuis 2007, au moment du rapprochement avec Victoria Consulting, où j'étais associé. Donc non, je ne suis pas un patron parachuté en classe affaires. C'est un métier que je pratique depuis longtemps. Même si, entre nous, je n'ai toujours pas appris à faire un café correct. Justement, parlons de maintenant. Parce que vous n'êtes pas restés les bras croisés. Vous lancez une offre que vous appelez Agentic AI Management. Christophe, c'est quoi, sans jargon ? Sans jargon, on construit des agents intelligents qui s'intègrent vraiment dans le système d'information du client. Pas une démo qui tourne sur un coin de table, des agents qui bossent jour et nuit sur ces processus. Du RH au commercial, jusqu'à la sécurité et l'informatique. Je te donne un exemple parlant. Un agent qui prépare une fiche de changement, vérifie qu'elle respecte les règles maison et la pose toute prête pour validation. L'humain garde la main et décide, mais il ne part plus jamais de la page blanche. Sous le capot, oui, il y a les briques du moment, les grands modèles de langage, le RAG pour brancher l'IA sur la connaissance maison, le MCP pour la connecter proprement aux outils. Mais le client, lui, il ne nous parle pas de tout ça. Il nous parle de son processus qui coince et de ce qu'on lui fait gagner. Et il y a un mot sur votre page qui m'a accroché. Vous parlez d'IA frugale. C'est de la communication verte ou il y a du concret derrière ?
il y a du concret. On forme et on certifie les équipes, chez le client comme chez nous, sur des parcours reconnus. L'Exin AI Foundation et AI Essentials, avec un volet IA responsable et frugal. L'idée, c'est de ne pas sortir le marteau-piqueur pour planter une punaise. Choisir le bon modèle, à la bonne taille, pour le bon usage. Conjuguer l'efficacité, la sobriété et des impacts qu'on peut vraiment mesurer. Sinon, on empile du coût et du carbone juste pour épater la galerie. Bon, rentrons dans le dur. Le gros contresens, quand on parle d'IA dans le conseil, c'est de croire que toutes les lignes de revenus se valent. L'assistance technique vendue à la journée, le projet au forfait, la TMA, ce n'est pas la même mécanique et l'IA ne tape pas au même endroit. Stéphane, chez vous, c'est réparti comment ? On est d'abord une société de services, donc l'assistance technique, ce qu'on appelle l'AT, vendue le plus souvent à la journée, reste majoritaire. Et autour d'un quart de l'activité, c'est du projet et de la TMA, des engagements plus structurés. Je le dis sans tourner autour du pot parce que ça change tout. Sur l'AT, l'IA nous concerne directement, on est exposé comme tout le monde. Sur le projet et la TMA, c'est différent. Si mes équipes vont plus vite et livrent mieux, une partie du gain peut rester chez nous. Donc tu es dans les deux mondes à la fois, exposé d'un côté, avec des poches de marge de l'autre, je force le trait ? Tu ne forces pas, mais nuance. Sur l'AT, notre valeur ne peut plus se résumer au temps passé. Elle est dans l'expertise, dans la maîtrise des outils, dans la capacité à faire avancer le client plus vite et plus sûrement. Le jour où on ne vend que des heures, on a déjà perdu la partie. Et c'est exactement pour ça que Christophe est sur ce sujet à plein temps. Christophe, sur le terrain cette semaine, où est-ce que l'IA aide déjà pour de vrai ? Pas la promesse marketing, un truc que quelqu'un a entre les mains, là, maintenant. Cette semaine, sur plusieurs contrats, on s'en sert pour éplucher les tickets qui reviennent en boucle et remonter aux causes racines. Je te donne un cas concret, chez un client bancaire. La nuit, un agent lit tous les incidents, regroupe ceux qui parlent du même problème de fond, et le matin, l'équipe n'ouvre plus sa journée devant 60 tickets éparpillés, mais devant 4 ou 5 vraies causes à traiter. Le reste, c'est qualifier et documenter plus vite, rédiger des articles de base de connaissances, préparer des paramétrages dans les plateformes. Ça se diffuse contrat par contrat, équipe par équipe. Et je vais être franc avec toi, on est à la phase où ça marche, pas encore à celle où ça se compte au centime. Les vrais gains chiffrés, on les tiendra dans 6 mois. Ceux qui te sortent un retour sur investissement précis ce matin, ils le brodent. Et il y a un gouffre dont on parle peu, celui entre la démo qui brille en comité et l'usage réel à grande échelle. Stéphane, toi qui sens les architectures, c'est quoi ce gouffre ? Il est énorme. Une démonstration, c'est 1 heure de préparation et un bon storytelling. Une industrialisation, c'est tout autre chose. Il faut que ça tienne en sécurité, que ça se supervise, que ça s'entretienne et surtout que les équipes l'adoptent, dans des banques où une erreur a des conséquences réelles. Et là, mon vieux réflexe technique sert encore. Je regarde une démo et je me demande tout de suite ce qui se passe quand on branche 10 000 utilisateurs dessus. On ne nous paye pas pour de belles démos, on nous paye pour que ça tienne en production le lundi à 9h. Allez, une question qui pique entre nous. Stéphane, admets-le, t'as eu un peu de chance, non ? Si tu avais été en pure assistance technique le jour où ChatGPT débarque, t'aurais pas le même sourire, tu cavalerais comme les autres. Chance ou stratégie ? Venant de toi, je vais pas me vexer. Je ne vais pas te jouer le visionnaire. L'AT est majoritaire chez nous, donc la pression sur la productivité, on la prend en pleine figure comme les autres. Mais le pari sur le projet et la TMA, la spécialisation sur ces outils de pilotage, le choix d'outiller les équipes plutôt que de vendre seulement des heures, ça, ce sont des décisions qu'on a tenues pendant des années. La chance, Franck, c'est souvent le nom qu'on donne aux convictions qu'on a eu le courage de garder. Mais Christophe, lui, me rappelle assez souvent que le mix réel ne pardonne rien. Et c'est là que ton timing m'intrigue. ChatGPT, c'est fin 2022. Vous basculez vraiment en 2025, presque 3 ans plus tard. Dans la tech, c'est une éternité, 10 générations de modèles. Comment tu défends ce délai ? Je le défends très bien, parce que ce n'est pas un retard, c'est un calibrage. Le client, ce sont des banques, des industriels, du secteur public, des maisons où l'outil de pilotage doit être fiable. Tu n'arrives pas chez eux avec un truc bricolé le dimanche soir. En 2023, soyons honnêtes, on faisait des démos. En 2024, on a commencé à livrer dans de vrais processus sans rougir. Et c'est ce moment-là qu'on a choisi pour y aller franchement. Mes clients ne me payent pas pour être à la mode, ils me payent pour que ça tienne. Christophe, toi l'entrepreneur, c'est presque 3 ans. Ça t'a pas démangé de pousser plus tôt, plus fort ? Oui, il y a eu des soirs. L'entrepreneur en moi voulait foncer. Stéphane levait le pied. Et avec le recul, il avait raison. Ce qu'on aurait livré trop tôt, on l'aurait payé en réputation 1 an après. En IA, une démo prématurée fait parfois plus de dégâts qu'une arrivée un peu tardive. Ne pas
pas vendre une promesse qu'on ne tient pas, c'est ce qui protège la marque dans la durée. J'ai mis quelques mois à le digérer, je l'avoue. Et ça m'amène au choix qui m'a le plus intrigué. En 2025, Stéphane, tu mets quelqu'un à plein temps sur l'IA. Tu pouvais sortir le chéquier, débaucher une star de l'IA générative, te payer un beau communiqué avec un profil tout neuf et un CV qui brille. Tu ne le fais pas, tu vas chercher dans ton propre couloir. Pourquoi ? Parce que dans une ESN, l'IA n'est pas d'abord un problème de technologie, c'est un problème de terrain. Le sujet, ce n'est pas de brancher un modèle, c'est de changer des gestes métiers sans casser la confiance. Une star de l'IA peut tout savoir des modèles et de l'agentique et ne pas savoir convaincre un consultant qui fait de l'ITSM depuis 15 ans d'adopter un outil qui bouscule ses habitudes. La technologie, ça s'apprend. Embarquer 350 personnes, c'est un autre métier. Christophe connaît la maison, les clients, les résistances. Et surtout, c'est un entrepreneur qui a déjà transformé une équipe dans sa chair. Ce n'est pas une ligne sur un CV, c'est une cicatrice. Christophe, le jour où Stéphane t'appelle, tu dis oui tout de suite ou tu fais durer ? Je n'ai pas dit oui dans la seconde, j'ai pris quelques jours. Parce que ce n'était pas juste s'occuper d'IA, c'était porter une transformation transverse, avec des arbitrages, des résistances, des équipes à embarquer. La TMA, l'ITOM, j'en connaissais les codes. Là, le terrain était plus politique, plus exposé. En fait, ce n'était pas un poste d'expert IA, c'était un poste d'entraîneur. Et puis l'envie a repris le dessus, remonter quelque chose, encore une fois, mais avec une plateforme 20 fois plus grande que ma boîte d'avant. Le côté entrepreneur ne meurt pas dans un rachat, il cherche juste un nouveau terrain de jeu. Parce qu'il faut le dire, Christophe, t'es pas un consultant DO10 comme les autres. Raconte vite. J'ai monté ma boîte en 2005, C2L2 Consulting, une quinzaine de personnes, spécialisées sur l'ITOM, le monitoring, la performance applicative. On a tenu 13 ans en indépendant, et en 2018, DO10 nous a rachetés. Je suis entré avec mes équipes. Quelques années plus tard, Stéphane m'a confié l'IA à plein temps. Au fond, on m'a demandé de refaire bouger une organisation, mais cette fois de l'intérieur. Et un détail qui m'a fait sourire en préparant l'épisode, ta signature LinkedIn, c'est toujours Shift IT to the right way. Tu la gardes par nostalgie ou il y a un sujet derrière que t'as pas fini d'ouvrir ? Tu l'as vraiment regardé, ma signature. Je la garde, oui, mais pas que par nostalgie. Derrière cette phrase, il y a un sujet qui me tient à cœur et que Stéphane me pousse à développer. Ce n'est pas le thème du jour, donc je ne vais pas ouvrir cette porte en grand maintenant, mais oui, il y a quelque chose. Ça fera peut-être un autre épisode, Franck. Je note et je te le rappellerai. Stéphane, il y a une leçon d'acquisition là-dedans. Tu rachètes une boîte en 2018, tu gardes l'entrepreneur et des années après, tu lui confies ton sujet numéro 1. Ce que tu dis en creux, c'est que le vrai actif d'un rachat, ce ne sont pas les contrats, ce sont les gens capables de refaire bouger la maison. Exactement. Les acquisitions qui ratent, ce sont celles où on garde les contrats et où on perd les hommes, où on les dissout dans une organisation qui les écrase. Nous, depuis C2L2, puis ITAM 6 fin 2024, on essaie de faire l'inverse. Garder les entrepreneurs, élargir leurs responsabilités, parfois leur confier plus gros que ce qu'ils géraient avant. Intégrer sans dissoudre. Et sur l'IA, cette confiance compte double parce que ce sujet-là ne se pilote pas avec un organigramme. Entre vous deux, sur ce sujet, il y a forcément des moments où Stéphane lève le pied pendant que toi, Christophe, tu veux accélérer. Donne-moi un désaccord, un vrai, pas un conflit. Un exemple récent, un outil interne d'IA, je voulais le déployer à toute la boîte en 2 mois. Stéphane voulait d'abord former, sensibiliser, y aller par petits groupes. Moi, je voyais la vitesse. Lui voyait l'adoption qui dure. On a fait à sa façon, et aujourd'hui, les équipes utilisent vraiment l'outil. Si je l'avais balancé à tout le monde en 2 mois, il finissait au placard en 3. Et le pire, c'est qu'il me l'avait dit, tranquillement, sans hausser le ton. C'est ça qui m'agace le plus chez lui d'ailleurs. Il a souvent raison avant moi. Et moi, c'est l'inverse. Sans Christophe, je serais tenté de m'endormir sur mes contrats récurrents, à me dire que les clients sont contents, que rien ne presse. Le rôle d'un patron, c'est aussi de calmer un entrepreneur qui veut tout faire en 6 mois. Mais le rôle d'un entrepreneur dans la maison, c'est de secouer un patron qui pourrait s'installer dans le confort. Sans cette tension, DO10 se serait soit endormi, soit cramé. Avec, on tient le bon rythme. Voilà, c'est exactement ça qui m'intéresse. Pas l'image d'une équipe lisse et toujours d'accord, personne n'y croit. Mais le frottement utile, le binôme qui se cogne en interne pour arriver clair devant le client. Et ça nous amène tout droit à la fin, le moment que je préfère. Parce que votre histoire ne vaut que parce qu'un autre dirigeant en tire lundi matin. Stéphane, un confrère t'appelle. Il dirige une ESN de 200 personnes. Il te demande par où commencer avec l'IA. Une phrase, pas deux. Une seule. Avant de regarder l'IA, regarde ton contrat. Ne commence pas par choisir un outil. Commence par ton mix. Assistance technique, projet, TMA, forfait. Parce que l'IA ne crée pas la même valeur partout. Et surtout, elle ne la laisse pas au même endroit. Christophe, la version opérationnelle, celui qui prend demain un poste de directeur de la transformation IA. Qu'est-ce qu'il ne doit surtout pas faire ? Ne pas tomber amoureux de la technologie. Le piège classique, c'est de partir de l'outil au lieu de partir des métiers. Tu fais un beau prototype qui brille en comité, qui ne sort jamais du labo, et tout le monde rentre content alors qu'on n'a rien transformé. L'autre erreur, c'est de croire qu'on plie une boîte en 6 mois parce que les modèles vont vite. Non,
Non, une transformation avance à la vitesse des humains, pas à celle des sorties de modèles. Et le truc qui tue la crédibilité d'un coup, c'est de vendre dehors ce qu'on n'utilise pas dedans. Si je résume ce que vous m'avez raconté, l'IA ne frappe jamais dans le vide, elle frappe toujours un contrat précis. Et tant qu'elle reste dans la plaquette commerciale, ce n'est que du théâtre. Il faut qu'elle descende dans les opérations et dans la vente pour exister vraiment. Quant au jour où le sujet devient vital, tu ne confies pas les clés à celui qui sait parler au modèle, mais à celui qui sait embarquer des humains. Stéphane, le mot de la fin est pour toi. Dans ce métier, ce ne sont pas toujours les plus rapides qui gagnent. Ce sont ceux qui savent où poser le pied quand tout le monde court. Et ça, Franck, tu sais aussi bien que moi. On l'a appris ensemble, il y a 20 ans, quand personne ne nous regardait. Joliment renvoyé. Stéphane, Christophe, merci d'être venus parler vrai. Merci Franck. Merci à toi, Franck. Vous écoutiez l'histoire de Déodis avec Stéphane Raillard et Christophe Legland. Si pendant cet épisode vous avez pensé à quelqu'un, un associé, un confrère, un patron qui hésite, envoyez-lui le lien. C'est comme ça qu'on fait avancer un métier.